Bonjour, bienvenue à tous, débrief de ce Rennes-Lyon de la 11e journée de Ligue 1. Cela fait 6 semaines que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un match de football. Le miracle d'Oran Blanc n'aura pas eu lieu, on y a cru quelque temps, avec notamment cette belle ouverture du score, mais malheureusement ça n'a pas tenu, la faute à plein de choses, on va avoir le temps d'en discuter ensemble. 3-2 donc pour le Stade Rennais qui continue d'être la bête noire des Lyonnais. Bruno Genesio continue de s'éclater en nous tartant la gueule depuis qu'il est parti. Voilà, ça fait depuis le 3 septembre que l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné un match de foot. C'était 5-0 face à Angers. Depuis, pas grand-chose. On va avoir le temps de débriefer ce match-là. On vous rappelle comment ça va se passer. On va parler du match dans sa globalité, tous ensemble. Ensuite, on fera les notes. Merci beaucoup, Rome, pour l'abonnement. On va débriefer ce match d'abord, on va faire les notes, et derrière on fera le Jurigno, et on terminera exceptionnellement par un petit quiz PSG-OM, puisqu'il y a le classique ce soir, un quiz qui va nous être sponsorisé par Paris Sport, comme d'habitude, que je remercie comme d'habitude de sponsoriser cette chaîne, et ces débriefs. Il y aura une quinzaine de questions sur PSG-OM, histoire de conclure le débrief en beauté. Voilà, si vous êtes sur YouTube à regarder ce live, ce débrief en replay, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, tout ça, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et ça marche bien. Vraiment, ça voit que ça fonctionne. De plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes. Merci à vous. Si vous êtes sur Twitch, vous avez le lien de la chaîne YouTube en faisant comme ça. Voilà. Magnifique le bob. Ouais, j'attends de récupérer le bob Adidas histoire d'être moins beauf. Mais je me suis dit que pour cette belle foire à la saucisse, quoi de mieux que du saucisson pour illustrer tout ça. Voilà. 3-2. L'Olympique Lyonnais, donc une nouvelle défaite. On est à 1 point sur 18 possibles. Quelque chose comme ça. C'est quand même pas mal dans l'absolu. Nous sommes 10e de Ligue 1 et potentiellement... pas sous la menace de quoi que ce soit, 10e de Ligue 1, 10 points du podium, 8 points de la 5e place, ça devient un peu laborieux. Laurent Blanc a beaucoup de travail devant lui. On va voir s'il va être capable de changer un peu l'état d'esprit de cette équipe. Pour l'instant, on a vu le constat global de ce match, c'est que c'était moins dégueulasse que sous Peter Bosz, encore heureux, mais que c'est pas encore suffisant. On joue le maintien. Bah oui, factuellement, l'Olympique Lyonnais est plus proche de la zone rouge que de la 5e place. Donc autant vous dire que la situation n'est pas bonne. Voilà, on s'était quitté après le match contre Toulouse. On n'a pas fait de live débrief du licenciement de Peter Bosz. Donc on a beaucoup de choses à débriefer dans ce débrief, notamment l'arrivée de Laurent Blanc, le premier match de Laurent Blanc, ses choix d'hommes, ses choix de système, certains intéressants, d'autres catastrophiques. On va avoir le temps d'en parler tous ensemble pendant une petite heure. Voilà, ça va durer une petite heure comme d'habitude. Globalement, le résumé du match, un match qui était plutôt pas mal commencé côté lyonnais, puisqu'on a eu une ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Il y aurait pu avoir un carton rouge pour ce tirage de maillot de Cheka qui a empêché Dembélé de partir au but. On en reparlera, non pas Dembélé, pardon, mais on en reparlera plus tard de l'arbitrage de Stéphanie Frappart, parce que j'ai toujours été de l'école de ceux qui disaient qu'elle n'était pas pire que les autres. J'ai changé d'avis là-dessus et je vous invite notamment à être poli quand on va parler de Stéphanie Frappart, parce que vous avez une forte tendance, notamment sur Twitter, à être des gros cons quand vous voulez critiquer Stéphanie Frappart. C'est possible de critiquer Stéphanie Frappart sans être misogyne, croyez-moi, on va y arriver, on va le faire ensemble. Voilà, ouverture du score d'Alexandre Lacazette. Tout allait plutôt bien, l'Olympique Lyonnais était en maîtrise de son match, puis égalisation presque contre le cours du jeu de Martin Terrier sur un centre très lointain de Benjamin Bourigeaud, bien aidé par le placement pas ouf de Malo Gusto sur la couverture du hors-jeu, et la charrette monumentale de Jérôme Boateng. On va en parler également de Jérôme Boateng. Je vous avais assuré qu'il était parti à la retraite et qu'on le reverrait plus jouer au football. Alors il n'est pas parti à la retraite, mais on l'a toujours pas vu jouer au football. Derrière, Amine Gouiri, qui évidemment au retour des vestiaires a décidé de nous tarter la gueule aussi, sur également un placement un peu anecdotique, un peu laborieux on va dire de la défense. Merci Sianur pour l'abonnement. Derrière, nouvelle égalisation, Alexandre Lacazette. Là on se dit il y a peut-être moyen, et évidemment il fallait pas plus que ça pour que Martin Terrier vienne crucifier l'Olympique Lyonnais. 3-2, un résultat mérité, on va pas se mentir, il y aurait pu avoir un malentendu qui aurait amené l'Olympique Lyonnais à gagner cette rencontre, mais on va regarder les stats ensemble tout de suite, juste pour vous montrer que ce résultat il est logique, 14 tirs à 7 pour Rennes, que 5 tirs cadrés. Ils n'ont pas été immensément supérieurs les Rennais, ils n'ont pas été extrêmement bons ce soir, mais ils ont été meilleurs tout simplement, ils ont été meilleurs dans la conversion d'occasion, dans la récupération, dans l'animation et dans l'intensité physique. On va en parler aussi de l'intensité physique, c'était un gros problème sous Peter Bosz. Il faudra que Laurent Blanc et ses équipes parviennent à gommer les problèmes de l'effectif sur le plan physique. Il a enterré l'OL, pas mal comme van, pas mal, bien joué, on t'applaudit Julie Olive. Effectivement, Rennes a joué jeudi. On n'avait pas l'impression que l'équipe qui joue tous les 3 jours, c'était Rennes. L'Olympique Lyonnais a un petit déficit physique et des joueurs qui tirent la langue. On va en parler ensuite quand on fera les notes individuelles.
On va commencer globalement par la compo un peu nouvelle, avec des bonnes nouvelles, on va dire, puisque l'OL s'est aligné en 3-5-2 dans cette rencontre. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. L'OL s'est aligné en 3-5-2 avec des joueurs importants qui ont sauté du haut. Plus de Karl Toko Ekambi, plus de Thiago Mendes, plus de Tété pour une animation avec 2 points, Dembélé Lacazette et derrière Oussem Aouar ressorti du placard. Les gros choix forts de Laurent Blanc étaient assez simples. C'était la titularisation de Sinaï Diomandé plutôt que Thiago Mendes en défense. Le retour de Jérôme Boateng dans le 11, le retour de Oussem Aouar et surtout l'abandon du statut d'intouchable de Toko Ekambi. Est-ce que ça a fonctionné ? Dans l'animation, c'était pas si dégueulasse que ça. Moi, je pense qu'il y a une idée derrière ce système-là. Il y en a pour qui ça a fonctionné. Moi, j'ai bien aimé l'animation Lacazette Dembélé. Je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Nicolas Tagliafico, on aura le temps d'en parler plus spécifiquement, a été totalement libéré par la non-présence de Toko Ekambi. Maintenant, il y a un problème de fond qui est que le milieu de terrain est très très friable. Il y a eu un choix fort de Laurent Blanc qui est de mettre Johan Le Penant en tribune pour faire jouer Jeffrey Nedalid après la sortie sur blessure de Coco Tolisso, on va en parler aussi. Il y a eu ce choix de faire rentrer Damien Da Silva alors qu'il fallait pousser pour gagner, qui a été désastreux puisque Damien Da Silva a eu 30 secondes sur le terrain avant de concéder un but. On va en parler. Le positif pour l'instant, c'est qu'on a quand même vu à un moment donné une équipe capable d'emballer certaines choses et capable de maîtriser des parties de la rencontre, ce qui n'était vraiment pas le cas sous Peter Bosz. On a quand même vibré sur les 2 buts. Moi, j'ai ressenti des émotions devant l'Olympique Lyonnais ce soir, cet après-midi, ce qui est déjà pas mal. Alors, on va pas faire le grand couplet de la défaite encourageante parce qu'on est l'Olympique Lyonnais quand même, on joue pas le maintien. Mais il y a des signaux qui me semblent à peu près positifs dans certains domaines, mais il y a des signaux qui sont très très laborieux. On va en parler tout de suite. Les choix d'hommes de Laurent Blanc. Je pense que le choix de mettre Toko Ekambi sur le banc était le bon. Est-ce qu'il fallait aligner un milieu Cacré-Tolisso en mettant Le Penant en tribune ? Probablement pas. Est-ce que le choix de faire revenir Jérôme Boateng titulaire tout de suite était le bon ? Je ne pense pas, parce qu'on voit que le déficit athlétique de Jérôme Boateng est absolument terrifiant. Voilà de ce côté-là. Le choix de Da Silva est tout bonnement catastrophique. Ce qui est inquiétant du côté de Laurent Blanc, il l'avait dit en conférence de presse, il a dit 2 choses, Laurent Blanc, en conférence de presse. La première, c'est qu'il a dit qu'il avait vu 2 matchs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Il a dit ça franc du collier, hein, vraiment, il n'a pas peur. Oui, j'ai vu 2 matchs. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il allait s'appuyer sur les joueurs expérimentés. Malheureusement, ce soir, les joueurs expérimentés, c'était Jérôme Boateng, c'était Damien Da Silva, et ça n'a pas payé. Donc il va falloir quand même que Laurent Blanc fasse un état des lieux un peu plus poussé de son effectif, parce qu'il y a des choix d'hommes qui sont assez désastreux, notamment au niveau des remplacements. Corentin Tolisso s'est blessé juste avant la mi-temps, remplacé par Jeffrey Nedalid. Jeffrey Nedalid, dont la mi-temps a été calamiteuse, et je ne comprends pas, on en viendra dessus après. Romain Fèvre, entrée très 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 timide, nous n'avons pas vu Ryan Cherki sur le terrain, et surtout ce choix de faire rentrer Damien Da Silva. À un moment donné, soit Laurent Blanc n'a clairement pas vu les prestations de Damien Da Silva dans l'effectif, mais Laurent Blanc, il a aussi un staff en place, de gens qui sont là depuis longtemps, notamment Claudio Cassapa, qui doit être en mesure de lui dire Damien Da Silva, pas ouf quand même, hein. Pas terrible, donc voilà, il y a un des choix de coaching qui ont été assez désastreux, tardifs et désastreux, puisque les premiers changements en dehors de Jeffrey Nedalid arrivent à la 76e minute. Il va falloir qu'il soit plus proactif. On sait que Laurent Blanc n'a jamais été un grand champion du coaching au Paris Saint-Germain, hein. Il attendait souvent très tard pour faire les changements. Le classique changement Cabaye-Verratti, vous vous en souvenez, ça tardait beaucoup, hein. Il va falloir qu'il réussisse à avoir plus d'impact sur la rencontre, parce que je pense qu'il y avait un spot dans les 20 dernières minutes où l'OL pouvait inverser le cours de la rencontre et l'emporter. Et malheureusement, les changements ont provoqué l'effet inverse, c'est-à-dire que l'OL s'est écroulé. Cette rentrée de Damien Da Silva sur une phase défensive, on a bien vu qu'il suffisait qu'il avance un peu pour marquer Terrier, pour éviter que l'OL perde cette rencontre, ça n'a pas suffi. Le timing du changement, c'est sa faute aussi. Ouais, Boateng était cuit, tu sors qui ? Tu passes à 4 derrière. Tu dois gagner le match, passe à 4 derrière. Fais rentrer n'importe qui, mais pas Da Silva. Si tu fais rentrer Da Silva, tu joues un peu à 10 quand même. Donc ça fait une semaine qu'il est là. Bien sûr. De toute façon, vous connaissez mon credo. Peter Bosz, on a laissé du temps. Laurent Blanc, on va lui laisser du temps aussi. Maintenant, c'est pas parce qu'on va lui laisser du temps qu'on peut pas juger ses choix et ce qu'il montre. On va évidemment pas juger la patte Laurent Blanc dans le jeu au bout de 5 jours, mais les choix d'hommes restent des choix d'hommes. Et on peut juger les choix d'hommes qui aujourd'hui sont pas bons. Jeffrey Nedalid, ce n'est pas le bon choix. Le Penant en tribune, ce n'est pas le bon choix. Damien Da Silva, ce n'est pas le bon choix. Et probablement que Romain
Romain Febvre, ce n'est pas le bon choix non plus. Alors il y a des bons choix. Le choix notamment de donner beaucoup de poids offensif à Nicolas Tagliafico est un bon choix. Le choix d'associer Lacazette et Dembélé est également probablement un bon choix. Et relancer Houssem Aouar, même s'il n'a pas fait le match du siècle, c'est également un choix plutôt cohérent. Febvre et Diarra, on sait déjà la suite, ça va signer dans un club de Ligue 1 et qu'on crève l'écran. Febvre peut-être, Diarra, j'ai quand même beaucoup de mal à croire à la renaissance de Jeffrey Adelaide. J'ai bien peur que les 2 graves blessures qu'il a subies de Jeffrey Adelaide soient difficilement rattrapables. Mais on va en parler de Jeffrey Adelaide parce que c'est un vrai sujet. Et moi, ça me pose problème que Jeffrey Adelaide, qui a été acheté pour 28 millions, se retrouve encore et encore à avoir du temps de jeu, alors que rien ne montre depuis la reprise qu'il a le niveau, même pas OL, le niveau Ligue 1, c'est très laborieux, Jeffrey Adelaide. Athlétiquement, au niveau de les passes, il n'est pas prêt, je suis même pas sûr qu'il soit titulaire en réserve. On verra si la courbe s'inverse pour Jeffrey Adelaide, mais pour l'instant, ça ressemble quand même un petit peu à du social. On essaye désespérément de valoriser l'actif avec lequel on est coincé à l'Olympique Lyonnais. Je suis pas sûr que l'apport de Jeffrey Adelaide aujourd'hui soit supérieur à des petits jeunes, Mohamed El Arouche pour ne pas le citer, ou Florian Sanchez. On voit à Rennes qu'on n'hésite pas à faire jouer des gamins de 17 ans. Quel est l'intérêt aujourd'hui de donner les clés à Jeffrey Adelaide et surtout de se retrouver avec un milieu en seconde période? Parce que cette animation-là, pourquoi pas? Vous voyez, mais elle repose quand même quasiment essentiellement sur la capacité des 2 milieux devant la défense à faire le lion. On voit bien que Maxence Cacré est dans le creux de la vague depuis plusieurs mois et Jeffrey Adelaide n'est pas l'homme qui va permettre de tirer tout ça vers le haut. Donc c'est très compliqué d'imaginer inverser la tendance à partir du moment où les 2 milieux n'ont pas le niveau pour tirer cette équipe devant. Ça aurait pu. Mais voilà, Da Silva, tweet de là sur Frappard. Frappard, on va en parler après. On va en parler après. Il y a quand même... comment dire, c'est laborieux, c'est très laborieux, Jeffrey Adelaide, et je suis pas certain que ce soit lui rendre service que de le mettre dans la fosse au lion constamment. L'OL se tire des balles dans le pied. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous faites rentrer quelqu'un d'autre à la place de Jeffrey Adelaide, peut-être que le match a une autre issue? Parce que vous voyez bien que toute la seconde période, Jeffrey Adelaide et Maxence Cacré, ça a été très laborieux. Maxence Cacré, on en parlera un peu plus tard. Et cette espèce de logique de vouloir à tout prix essayer de le relancer pour pas perdre trop d'argent me dérange un peu. Je sais pas si c'est le choix de Laurent Blanc, mais il va falloir, il va falloir s'en sortir, quoi. Il va falloir s'en sortir. Voilà, Frappard, puisque vous voulez en parler de Stéphanie Frappard, c'est quand même calamiteux et il n'y a pas de grille d'analyse nuancée avec Stéphanie Frappard. C'est-à-dire que quand on critique Stéphanie Frappard, on la critique parce que on est misogyne et c'est une femme, notamment à cause des abrutis qui peuvent pas s'empêcher d'aller dire retourne à la cuisine ou un truc comme ça. Il se trouve que Stéphanie Frappard, si vous demandez à tous les gens qui suivent la Ligue 1 et la Ligue 2, tous ceux qui ont vu Stéphanie Frappard arbitrer leur club en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Son arbitrage, il est aléatoire. C'est un arbitrage au bruit. C'est-à-dire, si tu cries très fort, il y a faute. Si tu cries vraiment très fort, il y a carton. Ensuite, il y a un manque de pédagogie et de cohérence dans ses décisions qui est fou. Enfin, je suis désolé. Alors, c'est pas ça. C'est pas l'arbitrage. Je préfère tempérer. C'est pas l'arbitrage qui fait que l'Olympique Lyonnais perd ce match. Sauf que vous avez cette première action où on empêche, je sais plus qui, d'aller au but, qui aurait pu valoir rouge. C'est pas un scandale qu'il n'y ait pas rouge sur cette action. Seulement, on a déjà vu des cartons rouges, sortis notamment par Madame Frappard, pour des trucs totalement absurdes. Je sais plus si c'était elle qui avait mis rouge à Emerson contre Lorient l'an dernier, mais il y a un manque de cohérence globale. Il y a surtout, moi, l'action qui pour moi représente parfaitement l'arbitrage de Stéphanie Frappard, c'est cette action où Dembélé part au but après une glissade de Christopher Wu. La logique avec la VAR voudrait qu'on laisse l'action aller au but et ensuite on regarde la VAR pour voir s'il y a faute. Non, elle a sifflé direct. Elle a cassé l'action direct alors qu'il n'y avait clairement pas faute. Et c'est une balle de 2-0 qui ensuite, 2 minutes plus tard, donne un partout. C'est un arbitrage à l'ancienne, nul à chier, qui est catastrophique. Donc bon, Stéphanie Frappard, je trouve ça assez fascinant. La façon dont elle continue à monter les échelons du football mondial pour des raisons qui m'échappent, alors que je n'ai jamais vu Stéphanie Frappard bien arbitrer un match. Alors c'est pas la seule dans ce cas-là, ceux qui disent que c'est la pire arbitre de Ligue 1, que c'est la pire du pire du pire du pire, ils regardent pas assez la Ligue 1 parce que Dieu sait que des arbitres de merde en Ligue 1, il y en a. Mais je pense vraiment, sincèrement, que Stéphanie Frappard fait partie des 3 ou des 5 plus mauvais arbitres de France, tout championnat confondu, Ligue 1, Ligue 2, et elle continue à monter les échelons, on l'a mis en couverture de l'équipe et compagnie, c'est quand même un peu gênant, quoi.
c'est quand même un peu gênant. Je suis pas sûr que ça rende service à toutes les autres meufs qui veulent arbitrer ou quoi que ce soit, de mettre une personne qui est clairement pas totalement compétente, ou en tout cas pas à ce niveau-là, pour ça. Donc voilà, moi à chaque fois qu'on nous donne Stéphanie Frappart comme arbitre, je panique parce que j'ai des souvenirs très très gênants de Stéphanie Frappart. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle arbitre Lyon, il se passe une dinguerie. Il y a eu le but de Aouar qui a été refusé, il y a eu je sais plus combien d'actions complètement ridicules, de cartons donnés ou pas donnés les dernières années, et vous allez demander aux supporters niçois, allez demander aux supporters marseillais, allez demander à tous les supporters de Ligue 1 que quand il y a Stéphanie Frappart, on n'est pas content de l'arbitrage. Voilà, donc c'est quoi la dinguerie aujourd'hui? Il y a ce carton jaune-orangé qui aurait pu valoir rouge et qui a déjà valu rouge pour le passé. Il y a cette faute sifflée sur Dembélé qui n'a aucun sens. Il y a des interruptions d'action alors que l'avantage semblait évident. C'est un arbitrage nul en fait. C'est pas forcément des erreurs grossières, c'est juste un arbitrage de merde, quoi. Voilà, donc c'est laborieux et je trouve ça un peu gênant que ce soit pas plus mis en lumière parce qu'on tombe à raison sur ses collègues quand ils arbitrent n'importe comment, notamment François Le Tixier qui a pris beaucoup dans la gueule ces dernières semaines parce qu'il est nul. On était tombé sur Gaël, comment il s'appelle, Gaël Angoula, je crois que c'est ça, qui était nul aussi. Personne lui tombe dessus médiatiquement, Stéphanie Frappart. Donc bon. C'est qui le meilleur arbitre de France? Je saurais pas dire, il y en a des très bons, c'est ceux qu'on remarque pas. C'est-à-dire quand on sort d'un match et qu'on se dit oh il n'y a pas eu de dinguerie, c'est déjà un bon arbitre. Donc voilà, Le Texier par exemple est un arbitre catastrophique. Benoît Millot est un arbitre catastrophique. Il y en a un des arbitres catastrophiques. Mais voilà, bon. Et but de Benzema, me dit-on. Ça fait 2-0 du coup, magnifique. Non, ça fait 3-0. 3-0 pour le Real Madrid, magnifique. Voilà, le sujet Frappart, on le met de côté. De toute façon, ça ne va pas changer de sitôt. Je vais juste espérer qu'on sera de moins en moins arbitré par Stéphanie Frappart. C'est tout. Salut Charlie, j'ai pas vu voir le match. Comment on jouait non, Liga Datia. C'était pas si mauvais dans l'absolu. Mais j'ai pas envie de me satisfaire d'une défaite. Mais globalement, c'est moins calamité que sous Peter Bosz, ça c'est sûr. Il y a des choses, intéressantes. Ne spoil pas, les gars. Je sais pas moi, c'est le chat qui spoil. Ah bah Yorge visiblement. Bah tant pis. Voilà pour le sujet arbitrage, on va passer rapidement dessus parce qu'encore une fois c'est pas ça qui fait perdre l'Olympique Lyonnais, mais c'est des choses frustrantes et énervantes et j'aimerais bien qu'on puisse terminer un match avec une défaite et qu'il n'y ait pas cette espèce de chape de plomb de l'arbitrage derrière lesquels Aulas va pouvoir se cacher. Voilà, Stéphanie Frappart, c'est parti. Maintenant on va parler globalement des performances individuelles, du bon et du moins bon. On va commencer par le positif. Le positif, c'est quand même qu'il y a un semblant de cohérence dans cette équipe, sur le papier en tout cas. On a vu des séquences de jeu intéressantes, des choses qu'on n'avait pas vues sous Peter Bosz depuis une éternité. Il y a peut-être quelque chose à creuser avec ce 3-5-2. On verra si c'est possible. C'est même pas vraiment un 3-5-2, c'est un 3-4-1-2 avec Aouar en 10. Il y a des choses intéressantes avec les pistons. Nicolas Tagliafico a fait un super match. Malo Gusto, pas vraiment un bon match, mais je pense qu'il y a un potentiel pour Malo Gusto de s'épanouir dans cette situation-là. Le positif, c'est Lacazette, le positif, c'est Tagliafico. Maintenant, voilà, il n'y a pas grand-chose de plus que ça. Les entrants ont été anecdotiques et le négatif va vite prendre le dessus. J'ai l'impression de voir un match de pré-saison. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ça manque un peu de calcium encore. Est-ce que sur cette composition, Blanc a mis le risque de ceux qui ne jouaient pas sous la bosse et maintenant de leur dire bon, on n'a pas vu grand-chose, passe à autre chose? Je pense que Laurent Blanc, il va encore tâtonner quelques temps. Et c'est vraiment là où c'est dommage d'avoir perdu le temps avec, vous savez, quand on a fait les débriefs, notamment le débrief du match contre le PSG, on avait dit que c'était le bon moment. On a dit c'est le bon moment. C'est le moment pour dégager Peter Bosz, pour que Laurent Blanc ou n'importe qui d'autre, pour qu'un nouvel entraîneur puisse prendre cette équipe et avoir 2 semaines pour préparer le match contre Lorient. On l'a pas fait, du coup Laurent Blanc arrive dans une période un peu laborieuse pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'il arrive avec un match contre Rennes qui est déjà un match coup près et qui déjà va compter très très lourd dans la course pour la suite de la saison. Et derrière, on va enchaîner côté lyonnais, c'est-à-dire que là, on a perdu contre Rennes, et au niveau du calendrier, on va enchaîner contre Montpellier, c'est pas la pire équipe du monde, c'est pas la meilleure équipe du monde non plus, mais ça va être laborieux. Ensuite, ce sera Lille, Marseille, Nice. Donc Laurent Blanc, il a beaucoup de taf avec des échéances à venir qui sont très très dures. Bon courage à lui, parce que Dieu sait qu'il y a du boulot. Il y a du boulot sur l'animation, il y a du boulot sur la solidité défensive, il y a du boulot sur la connaissance de son effectif. Voilà, il faudra un peu de temps pour trouver le rythme. Ouais, il faudra trouver un peu le rythme. On va voir, hein. De toute façon, ça va arriver vite. Ce sera Montpellier, ce sera samedi prochain. On va avoir vite le cœur net de savoir si on va progresser avec cette équipe. Moi, ce que j'attends de Laurent Blanc dans les prochaines semaines, c'est pas un miracle, hein. Moi, j'attends juste de voir une équipe qui progresse et une équipe qui gagne en tout cas quelques certitudes dans certains secteurs de jeu, notamment au milieu de terrain et la relance, parce que pour l'instant, elles sont pas là, ces certitudes. Au niveau des performances individuelles,
On fera les notes après, mais on va en parler parce que pour moi, il faut quand même mettre en lumière plusieurs individualités. La première, on va partir de derrière, c'est Jérôme Boateng, un des premiers choix forts de Laurent Blanc. Laurent Blanc a choisi de remettre Jérôme Boateng sur le devant de la scène. Pourquoi pas, après tout, quand on voit la profondeur de banc en défense centrale, il n'y avait pas grand-chose à perdre. Malheureusement, Jérôme Boateng, ça va pas. On voit qu'il est hors de forme, mais niveau vitesse, c'est une catastrophe. Il a vraiment pas été bon ce soir. De toute façon, toute la défense n'a pas été bonne. Les trois de derrière, on sentait très bien qu'ils n'étaient pas au point, que ce soit dans le système ou même entre eux dans les automatismes. Diomandé a pas été moins fabuleux, Lukeba a pas été bon, et Boateng a été calamiteux sur les retours défensifs et sur le marquage. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne formule à l'arrière. Malheureusement, quand on va jouer à 3 derrière et qu'on part du principe que Thiago Mendes n'est plus défenseur central, il n'y a pas énormément de possibilités. On va être obligé de jouer avec Diomandé, Boateng, Lukeba, puisque Damien Da Silva, personne n'y croit, et que Thiago Mendes, défenseur central, quoique peut-être que dans une défense à 3, ça peut marcher. Je pense que les premiers axes de changement, ils sont déjà là. Je ne suis pas certain que Jérôme Boateng soit vraiment sorti de sa retraite aujourd'hui. Je pense que Sinali Diomandé, même s'il n'a pas été parfait aujourd'hui, est un joueur d'avenir, on va dire. Je pense qu'on peut compter quand même sur cette doublette Lukeba-Diomandé pour construire quelque chose, mais on peut difficilement compter sur Boateng et Da Silva pour construire quelque chose, d'autant qu'ils sont en fin de contrat et qu'ils resteront pas l'an prochain. Voilà, je te trouve assez dur sur Boateng. Non, Boateng, les gars, revoyez le match, il est jamais bien placé, il est pas forcément hyper bon sur les relances, là où c'était son poids fort en début d'année dernière. Les passes longues n'ont pas été fabuleuses. On va voir, on va lui laisser un peu de temps à Jérôme Boateng pour voir s'il peut quand même revenir un peu dans le rythme, mais pour l'instant ça va pas. Donc le problème, c'est que ce système à 3 derrière, qui est quand même basé principalement sur la capacité de au moins un ou deux de ces défenseurs-là à relancer proprement, aujourd'hui il a fait défaut. Il a fait défaut parce qu'ils n'étaient pas dans leur assiette, aucun des trois, parce que Gusto a été un peu calamiteux, et surtout, et ça nous permet de faire la transition derrière, parce que le milieu de terrain a été en dessous. Tolisso a fait une bonne première mi-temps, bonne, sympa. On voit les qualités qu'a Corentin Tolisso quand il s'agit de jouer long et de trouver des solutions devant. Malheureusement, Corentin Tolisso, j'ai bien peur qu'il faille plus compter dessus avant un sacré temps. Il est sorti en larmes, avec un problème visiblement aux ischio-jambiers, avec notamment Alexandre Lacazette qui essayait de le rassurer. J'ai bien peur que Tolisso se soit terminé pour cette année, tout du moins, et qu'on ne le reverra pas avant la reprise après la Coupe du Monde. Auquel cas, ça risque de poser un gros problème au milieu de terrain. Méga surprise, on avait réclamé un défenseur central et un 6 au mercato, on n'a eu aucun des deux, bizarre, il faut désormais un défenseur central et un milieu à l'Olympique Lyonnais. Dis donc, heureusement qu'il y a des gens qui sont payés pour faire de la planification sportive. Au milieu de terrain, donc on a parlé de Tolisso, mais il va falloir parler aussi de Maxence Cacré. Maxence Cacré, il est dans le creux de la vague depuis plusieurs mois, ça fait... En fait, la série de défaites est aussi une série de matchs calamiteux de Maxence Cacré. Je pense que Maxence Cacré a besoin de faire un tour sur le banc. Il m'a l'air un peu cramé physiquement. Il n'y arrive plus. Et ça stagne. Maxence Cacré, il a toujours eu beaucoup de grandes qualités. Mais il a eu le défaut de pas savoir... avec le ballon, ça n'a jamais été extraordinaire, Maxence Cacré. C'est sympa quand il faut presser face à des grosses équipes qui jouent fort devant, mais il ne progresse pas là-dessus et il stagne sur le reste. Aujourd'hui, c'est encore calamiteux de la part de Maxence Cacré. Il est toujours pas si nul que ça sans ballon. Il presse bien, il est fort de ce côté-là, mais avec le ballon, que des choix catastrophiques. Et ce milieu de terrain, c'est dans un système comme ça, c'est vraiment le cœur absolu du jeu. Donc je pense que malheureusement, après le problème c'est oui, Maxence Cacré est pas au niveau depuis plusieurs semaines. Probablement qu'il faudrait qu'il aille faire un tour sur le banc, mais qu'est-ce qu'on met ? Qui est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on va se retrouver avec un milieu de terrain, Thiago Mendes, Le Penant pour le prochain match ? C'est pourquoi pas, après tout, vous me direz. Mais voilà, en tout cas, le premier choix d'avoir mis Le Penant en tribune pour garder Cacré, qui est laborieux sur les derniers matchs, et Jeffrey Ndidi sur le banc, était un choix mauvais de la part de Laurent Blanc. Jeffrey Ndidi, on en a déjà parlé, mais... Oh là là, Jeffrey Ndidi, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire de Jeffrey Ndidi? Qu'est-ce que Jeffrey Ndidi va faire de sa carrière? J'espère sincèrement pour lui qu'il va réussir à sortir la tête de l'eau, mais à un moment donné, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Donc, je sais pas, quel est l'avenir de cette défense centrale et de ce milieu? L'avenir, il est simple, il est de recruter, mais comment on va s'en sortir avec cette défense-là et ce milieu jusqu'à la Coupe du Monde? Mystère. Est-ce qu'il va falloir aller creuser très profondément pour aller sortir des petits jeunes? Est-ce qu'on va activer la carte Joker? Je vous rappelle qu'on peut toujours recruter un Joker en Ligue 1, mais qui est recrutable en Ligue 1 au milieu de terrain à cette période-là de la saison? Alors là, point d'interrogation monumental. Donc ouais, moi j'ai des inquiétudes sur Laurent Blanc, les mêmes qu'on a évoquées la dernière fois, c'est-à-dire Laurent Blanc
a le CV et le palmarès et surtout la qualité de jeu au Paris Saint-Germain et à Bordeaux qui parle pour elle, c'est probablement Laurent Blanc, le meilleur entraîneur de l'histoire d'Olympique Lyonnais sur le papier, avec Gérard Rouillet évidemment. Mais si on regarde le CV et le palmarès, on n'a pas de coach plus auréolé de palmarès que Laurent Blanc dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Donc on va voir. Moi je crois en Laurent Blanc. Malheureusement Laurent Blanc, c'est quand même un vieux football, hein, un football de papa avec des changements très tardifs et pas très novateurs. Donc j'ai des inquiétudes sur sa capacité à se remettre dans le bain pour un football de 2022. Et ma deuxième inquiétude, c'est sur son évaluation de l'effectif. Il y a quand même, pour un coach qui a dit qu'il avait vu les 2 derniers matchs, ce que vous m'avez dit là, s'il a vu les 2 derniers matchs, il a quand même vu que Johan Le Penant était fort et que Maxence Cacré était au fond du trou. Donc le choix quand même de mettre Le Penant en tribune, il est gênant. Donc on va laisser du temps à Laurent Blanc pour qu'il fasse sa popote et qu'il mette des choses en place. Mais sur les choix d'hommes, ça dénote quand même une logique un peu bizarre. Voilà. Voilà pour le coaching de Laurent Blanc. Je suis assez triste qu'il n'ait pas fait rentrer les jeunes dans un moment comme ça, notamment sur une situation pareille. Je pense qu'un Ryan Cherki aurait peut-être apporté davantage qu'un Romain Fèvre, qui est un peu mièvre quand même. Donc voilà, de ce côté-là, je pense que le coaching de Laurent Blanc est améliorable, mais on va pas foutre Laurent Blanc sous le bus après 5 jours à la tête du club. J'ai vu des mecs sur Twitter m'expliquer que Laurent Blanc était le mauvais choix, que c'était évident et compagnie. Bon, calma les gars, on a laissé 1 an à Peter Bosz, on peut bien laisser 6 mois à Laurent Blanc quand même. Donc voilà, un 4-4 de Losange pourrait être une bonne compo. C'est compliqué le 4-4 de Losange, hein. C'est compliqué, autant Tagliafico dans un 4-4 de Losange, pourquoi pas. Je pense qu'un 4-4 de Losange avec Malo Gusto, c'est compliqué, parce qu'il faut quand même que tes latéraux défensivement soient extrêmement solides, et j'ai peur qu'un 4-4 de Losange avec uniquement Gusto pour protéger une aile, ce soit catastrophique. Donc voilà, 4-4 de Losange en Banois, ouais, c'est ça. 4-4 de Losange, c'est un peu une chimère qui dure depuis 10 ans parce qu'on a eu ce 4-4 de Losange avec la 4G, la fameuse 4G, Gourcuff, Gueïda, Grenier et Gonalon. Je pense que c'est une chimère et qu'on ne reverra plus de 4-4 de Losange. C'est un système qui n'est pas adapté au football d'aujourd'hui. Donc voilà. On va parler de Tagliafico, parce que quand même, Tagliafico, c'est important. Tagliafico, depuis le début de la saison, on aime bien, on aime la grinta, on aime l'apport défensif, mais on a toujours dit, depuis le début de la saison, Tagliafico, offensivement, il monte pas assez, peut-être pas assez fringant devant, il joue trop dans l'axe. Méga surprise, quand Tagliafico a visiblement pour consigne de déborder, et qu'il n'a pas devant lui Toko Ekambi, Tagliafico est super fort au foot. Bizarre, vraiment bizarre. Donc là, on a vu Tagliafico aller longer la ligne de touche, déborder, et il est impliqué sur les 2 buts lyonnais. C'est quand même bizarre que quand on lui met pas un mec qui lui donne jamais le ballon devant lui, on joue bien au football. Une qualité de centre intéressante, une qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne, et surtout cette grinta et cette capacité à faire les efforts, les allers-retours. Nicolas Tagliafico pour 4 millions, c'est quand même vraiment la prise du siècle, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois, on est toujours sur une question d'évidence. Il y a des évidences que visiblement Laurent Blanc a vues. Il y en a certaines qu'il n'a pas vues. Donc moi, c'est celle qu'il n'a pas vue qui m'inquiète. Le fait qu'il n'ait pas vu que Maxence Cacré était dans le creux de la vague m'inquiète. Le fait qu'il n'ait pas vu que Jeffrey Nedved était là à rue, ça m'inquiète un petit peu. Et le fait qu'il ait fait rentrer Damien Da Silva alors que c'était évident, m'inquiète aussi. Maintenant, il a quand même vu les évidences que Toko Ekambi, c'était catastrophique et que ça aidait pas Nicolas Tagliafico. Il a vu l'évidence que Dembélé, Lacazette, il y avait quand même quelque chose à creuser là-dessus. Et il a aussi vu l'évidence que personne ne veut vraiment dire, c'est que Tété, depuis le début de la saison, ça stat pad, mais c'est un peu de la merde quand même. Donc Tété, je pense que ça lui fait pas trop de mal d'aller sur le banc aussi. Et c'est intéressant, ça va être intéressant à suivre de savoir qu'est-ce que Laurent Blanc va faire de Tété. Parce que si Tété se retrouve sur le banc, il va pas signer chez nous. Mais voilà, Gusto catastrophique, oui, on va en parler après. Voilà pour le constat global sur ce match. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau classement? On est à 14 points en 11 journées. C'est quand même bien désastreux. Il y a un besoin urgent de points. Laurent Blanc a insisté là-dessus lors de sa conférence de presse. C'est l'urgence. C'est l'alerte rouge à l'Olympique Lyonnais. Il va falloir marquer des points. Le match contre Montpellier doit se solder par une victoire, parce que Montpellier, c'est extrêmement faible. Cette année, Montpellier, ils sont combien là? Ils sont 11e, extrêmement faible. En fait, ils sont à 12 points quand même. Donc voilà, il va falloir trouver la recette pour que ça fonctionne. Est-ce que la défense à 3 est la solution? Sur le papier, pourquoi pas, mais je pense pas que l'OL aujourd'hui est l'effectif pour une défense à 3. Je pense pas non plus que l'OL est l'effectif pour un milieu à 2 capable de transformer ce système-là. 1 point sur 18, c'est catastrophique. Bah c'est ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Bah ça fait 6 matchs. Un match nul, 5 défaites, ça fait ça.
C'est ça, c'est 1 point sur 18, ouais. Voilà, Aouar, on peut en parler, Aouar. Je pense que c'est une bonne chose qu'il revienne dans l'effectif. Maintenant, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il doit faire mieux, Aouar. Mais je pense que la lumière peut peut-être venir de Oussem Aouar dans ce système-là. Il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Ce sera soit lui, soit Cherki. Hein. Je pense pas que ça viendra de Romain Fèvre. Mais j'ai trouvé Aouar encore très neutre. Encore très neutre. Mais moins, moins cadavérique que sous Peter Bosz. Je pense que c'est une bonne chose qu'il revienne dans le devant de la scène. Je pense qu'il est revanchard. Et de toute façon, Aouar, il a tout intérêt à être bon parce qu'il va avoir des propositions. S'il veut rester, s'il veut partir toujours l'an prochain, il a tout intérêt à crever l'écran. Donc ça allait. Moi, je trouve que Aouar a fait un match relativement neutre, mais pas mauvais. Et voilà. Et c'est ce que tu me dis, Galiwat. On va en parler aussi. Le problème de fond de cette équipe, qui était un problème monumental sous Bosz, et malheureusement, c'est pas demain la veille que ça va changer parce que c'est des problèmes de préparation, c'est le niveau physique de cette équipe. Il est calamiteux. On se retrouve quand même face à une équipe qui joue tous les 3 jours. Alors, ils ont un peu fait tourner Rennes, c'était pas l'équipe A. Hein. Et à partir de la 60e minute, c'est catastrophique. Le niveau physique, je ne sais pas ce qu'a fait Peter Bosz et ses assistants sur la prépa physique ou sur le rythme physique globalement. Il y a un déficit physique dans cette équipe qui est absolument désastreux. C'est pas possible de flancher physiquement comme ça avec des joueurs qui sont pas censés avoir un déficit physique. On joue une fois par semaine. C'est pas des joueurs qui sont faibles physiquement dans l'absolu. Le seul qui tient la route sur une rencontre entière, c'est Malo Gusto et encore, il commence à tirer la langue. Donc voilà, il va falloir. Je pense que Laurent Blanc a identifié cette faiblesse-là. C'est pour ça on nous a dit qu'il avait mis 2 séances par jour et qu'en gros il allait leur faire manger leur caca pendant les prochaines semaines. C'est pas plus mal parce que c'est pas possible d'avoir une faiblesse physique. Aujourd'hui, en 2022, le football il a changé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. L'aspect physique du football est quand même devenu primordial. On l'a vu à l'Euro 2021 avec les Anglais qui étaient tous des Golgoth. On le voit avec le Bayern Munich qui transforme les gamins frêles en montagne de muscles. Il y a quand même un déficit physique monstrueux dans cette équipe. Tous les joueurs sont relativement frêles, à part un ou deux, notamment Lacazette. Et Lacazette, il est arrivé cet été, il sort quand même d'une prépa, la première ligue, c'est quand même autre chose. Malo Gusto est le seul qui physiquement est costaud, et le reste, c'est laborieux. Donc il va falloir que Laurent Blanc réussisse à faire de cette équipe de déambulateurs une équipe capable de tenir physiquement et de marcher physiquement sur ses adversaires, parce que quand on joue une fois par semaine, on doit être en mesure, dans les 15-20 dernières minutes, d'appuyer sur l'accélérateur pendant que les autres mecs tirent la langue. Aujourd'hui, on a vu Rennes faire ça. C'est Rennes qui a appuyé sur l'accélérateur et qui a commencé à écraser l'OL physiquement dans les 15 dernières minutes, 20 dernières minutes. Donc voilà, Laurent Blanc a dit « je vais vous faire courir ». Donc voilà, faut développer un OL équitation pour avoir du bon sang de cheval. Bah écoutez, c'est peut-être la suite. Hein. Vous savez, il reste beaucoup de terrain à OL Valley. Hein. On peut faire un centre d'équitation. Moi, je pense que l'arrivée de Laurent Blanc est l'occasion rêvée de faire un 9 trous derrière le Parc OL. Non, plus sérieusement, il y a cet aspect physique qui me semble, moi, absolument central, parce que sur ce genre de match qui bascule malgré tout sur pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a un scénario aujourd'hui où l'Olympique Lyonnais gagne 3-2 parce qu'il est capable d'accélérer dans les 20 dernières minutes. Et je pense que ce déficit physique fait qu'on n'est pas capable, à un moment donné, d'amorcer le rouleau compresseur que sont capables d'amorcer pas mal d'équipes de Ligue 1. Même Lorient, hein. On l'a vu que quand ils accélèrent, ça fait mal. Même Rennes, quand ils ont accéléré, même si c'est juste 10 minutes, ça fait mal. Moi, j'ai toujours pas vu, depuis le début de la saison, et même depuis 1 an, un Noël capable d'appuyer sur le bouton on. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, oh là, on va marquer. Là, on va marquer, on est en train de leur rouler dessus. Parfois, tu marques pas, c'est pas grave. Mais juste d'avoir ces espèces de séquences de domination, pas juste de maîtrise, hein. Je vous parle de séquences de domination où vous mettez l'adversaire sous oxygène. Ça, j'ai pas vu encore l'Olympique Lyonnais être capable de le faire depuis un sacré bout de temps. La dernière fois que j'ai vu un Noël capable de faire ça, ça devait peut-être être au Final 8 contre la Juve. Voilà, incapable de déclencher le RS, c'est exactement ça. Donc en gros, je pense que la clé de Laurent Blanc sur cet effectif, ce sera de 1, faire les bons choix d'hommes, de 2, de réussir à remettre d'aplomb physiquement cet effectif-là pour qu'il soit capable de devenir une équipe capable de gagner, et de 3, les recrues, parce qu'il faut un défenseur central, parce qu'il faut un milieu de terrain qui est capable de verrouiller un peu tout ça et de faire le lion, et ces problèmes-là, ils ont été identifiés, c'était facile à identifier cet été. Malheureusement, il y a un déficit qui passe au-dessus de Laurent Blanc. Le déficit en termes de planification sportive, il dépasse Laurent Blanc. Laurent Blanc, il se retrouve avec un effectif de mort-vivant, où il y a des failles, et des failles qui ont été identifiées, mais on nous a dit...
on nous a dit non, il n'y a pas besoin de défenseur central, Thiago Mendes, ça fait le taf. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de 6, parce qu'il y avait déjà bien assez du monde comme ça. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de remplacer Paqueta, et on nous a dit qu'une doublure à Malo Gusto, c'était pas indispensable. Bon, bah, toutes ces choses-là se sont révélées fausses, et c'est encore une fois, comme l'an dernier quand on avait recruté Shaqiri, Boateng et compagnie, une erreur de direction sportive. Et malheureusement, ça, il y peut rien, Laurent Blanc. Il n'y a quasiment aucun Lyonnais en CDM, c'est le moment pour une prépa. Ah bah complètement. La période clé, de toute façon, il y a deux objectifs. Pour l'Olympique Lyonnais, il y a deux objectifs là. Il y a un objectif à court terme qui est de ramasser le maximum de points avant la trêve de la Coupe du Monde pour rester dans le game, pour rester à portée d'une qualification européenne. Donc l'enjeu, là, aujourd'hui, l'OL est à 10 points de la 3e place et 8 points de la 5e. Je pense que l'enjeu jusqu'au mois prochain, au moment où ça va être la fin de cette première phase, c'est d'engranger un maximum de points pour essayer d'être à 6, 7, 8 points du podium ou de la 4e place à minima, histoire de pouvoir se dire il y a quelque chose à jouer sur la deuxième partie de saison. Si on continue sur ce rythme-là et qu'à la trêve on est à 14 points de la 3e place et 10 points de la 5e place, finito, on remballe, on oublie et on va regarder du rugby. Hein. Donc voilà, je pense que le but là, l'objectif à court terme de Laurent Blanc, c'est d'essayer de sauver les meubles jusqu'à la trêve et ensuite il y aura 1 mois et demi avec tout l'effectif, parce qu'aucun Lyonnais va aller à la Coupe du Monde côté français. On aura probablement quelques étrangers qui vont y aller, et encore, je ne sais même pas vraiment qui. Probablement Toko Ekambi, est-ce que ce sera une grande perte? Non, pas forcément. Sidney Diomandé, est-ce qu'il y va? Je crois qu'il y va, non? Tagliafico y va, ouais, Tagliafico. Voilà, mais grosso modo, on perd 3 joueurs, donc c'est l'occasion pendant ce mois et demi de changer tout ça. Et je pense que Laurent Blanc doit avoir la capacité de faire une prépa physique qui permette d'attaquer la deuxième partie de la saison mieux. Donc, le premier objectif à court terme, faire le pompier, ramasser des points là où on peut les choper pour être à portée de tir, du podium ou de la 4e place pour la deuxième partie de saison. Et une fois qu'on arrivera à la deuxième partie de saison, la reprise, ce sera le 28 décembre avec un match à Brest. Le mercato va arriver direct après. C'est prépa physique plus mercato pour essayer de faire de cette saison quelque chose qui nous permette de terminer sur une note positive. L'Olympique Lyonnais ne sera pas champion de France, sera probablement pas 2e. 3e, ça paraît relativement improbable, mais on ne sait jamais. Mais au moins qu'on puisse terminer cette saison avec une place qualificative pour l'Europe. Même une Europa Conférence, je prends. Parce que putain, qu'est-ce qu'on se fait chier la semaine là. Si l'OL termine cette saison à la 5e ou à la 6e place, compte tenu de la façon dont ça a commencé, j'ai envie de vous dire que ce sera pas bien, mais au moins ce sera positif pour la suite. L'objectif là, il est quand même d'avoir une campagne européenne la saison prochaine pour pouvoir avoir une planification sportive avec une vraie prépa, un vrai mercato et un vrai objectif à long terme à partir de la saison prochaine. Donc voilà, on va voir. Le problème de fond, c'est que qu'est-ce qu'on va faire au mercato avec Vincent Ponceau et Bruno Chéroux, pardon. Je sais pas. Donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on regarde le court terme, il y a des motifs d'espoir. Quand on regarde le moyen terme, on peut se dire que ça peut marcher avec Laurent Blanc. Mais quand on regarde le long terme, là, ça dépend plus du coach, ça dépend des moyens qui vont être alloués par l'Olympique Lyonnais, ça dépend de qui va aller chercher les recrues, de la capacité à vendre, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais le problème de Bruno Chéroux, c'est qu'il n'a pas les réseaux pour vendre, et que donc pour vendre, c'est une catastrophe, et sans vente, il n'y a pas d'achat. Donc on a réussi à vendre Paqueta, mais je vous rappelle qu'on a réussi à mettre Youssouf Koné à Ajaccio, il joue pas, il est nul, donc Youssouf Koné va encore revenir l'été prochain à Lyon. Kadewere, je ne sais pas s'il joue ou pas, mais il va probablement encore revenir l'été prochain à l'Olympique Lyonnais. Donc on va encore se retrouver avec les mêmes points morts l'an prochain. Le point positif, c'est que l'an prochain, on perd Boateng et Da Silva, donc on va pouvoir rafistoler un petit peu la défense centrale et faire des choses là-dessus. Jeffrey Nedelid, il est toujours sous contrat. Voilà, donc... il y a cet enjeu de savoir vendre, et quand on a un directeur sportif qui n'a pas de réseau pour vendre, c'est compliqué. C'est compliqué. Kadewere est blessé visiblement. D'accord, ok. Donc on va voir. Le prochaine échéance, c'est samedi contre Montpellier. On fera le débrief comme d'habitude. Ce sera match à 17h, donc débrief 19h samedi prochain. Voilà, on a fait la totalité de ce débrief sur l'aspect global. On va donc passer à votre truc préféré, c'est-à-dire le paint, histoire de faire les petites notes individuelles. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, ça va fonctionner incessamment sous peu. Non, bah d'accord, ça va arriver. Voilà, on y est. Hop, c'est bon, je vous mets l'interface. On va faire les petites notes. Tac, tac, tac. Voilà, le terrain. Un jour, il y aura une tablette graphique. C'est toujours pas le cas. Voilà, mon beau terrain. Tac. Alors, nous avions sur le terrain aujourd'hui une toute petite surface d'un côté et une surface moche de l'autre. Voilà. Hop, voilà. Nous avions aujourd'hui sur le terrain Anthony Lopez dans les buts. Nous avions une triplette. C'était Diomandé, il me semble ici. Diomandé, j'ai mis, d'accord. Hop, Boateng.
On s'en fout s'ils sont pas dans l'ordre. Hein. Voilà. Tagliafico. Ici, nous avions Malo Lagouste. Le rond central, oui, le rond central, il a un peu bu hier. C'est vrai, il a un peu bu hier. Nous avions Latolis. Je crois qu'il était de l'autre côté, mais c'est pas grave. Hop, Cacré. Aouar. Lacazette. Et Dembélé. Voilà. On va rajouter ici en violet JRA, puisqu'il a joué une mi-temps, donc on va le noter. Et c'est parti. La musique bien FIFA 15. C'est la playlist FIFA Classics, mais vous ne l'avez pas si vous êtes sur YouTube, parce que c'est coupé dans la rediff. Lopez. J'ai vu un tweet de Yanis Elbé qui dit qu'il aimerait bien que Lopez soit décisif dans ces moments-là. Non, mais pas Romain Mièvre, parce qu'il est rentré un quart d'heure. Lopez, aujourd'hui, il n'est pas mauvais, mais il ne sauve pas le match. Donc malheureusement, je pense qu'il peut la sortir sur le 3e but. Pas d'exploit et pas non plus extraordinaire sur la relance, mais pas d'erreur non plus. Donc c'est difficile de lui mettre en dessous de la moyenne, mais je pense que sur les 3, il peut quand même en choper un. Hein. Il peut quand même en choper un. Donc Lopez, on va mettre 4,5 parce que c'est quand même méchant. Il n'a pas fait de grosse erreur. Superbe sortie de la tête face à Gouiri quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison. On va mettre 5. C'est un match relativement neutre pour Lopez. Est-ce qu'on peut réellement taper sur lui? Non, on peut pas taper sur Lopez. Il y a eu des bons matchs, notamment contre Lens, et il n'y a pas eu de match calamiteux. Si, il y a eu un match calamiteux à un moment donné, mais bon, voilà. Ça va. Lopez, ça va. On en attend évidemment un peu plus, parce que quand on a une défense comme ça, on s'en remet à Wayne Marie d'avoir un gardien extraordinaire, mais voilà quoi. Lukeba, c'est pas un bon match pour casser Lukeba. Lukeba, c'est le creux de la vague aussi. Hein. Ça fait pas mal de temps qu'on attend un vrai gros bon match de Lukeba. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il plonge un petit peu aussi avec tous les autres. Je pense vraiment que Lukeba, il a besoin d'un vrai gros défenseur à côté de lui pour le faire progresser. Et pour l'instant, il n'est pas là. Donc ouais, Lukeba, ça va être 3. Boateng, je l'ai trouvé pas bon du tout. Lent, pas intéressant et il n'est pas prêt. Je pense que Boateng, il n'est pas prêt physiquement. Et la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est prêt physiquement, c'est est-ce qu'il sera prêt physiquement à un moment donné. Et en fait, à quoi ça sert, Boateng? À quoi ça sert? Parce que s'il n'est pas prêt physiquement maintenant, on est mi-octobre, Boateng, le 30 juin, il s'en va. Hein. Il ne sera pas prolongé, c'est adios, finito, carbonizzato, hein, Boateng. Donc Boateng, je vois pas trop. Je comprends que compte tenu de l'effectif, ce soit compliqué de mettre quelqu'un d'autre que lui, parce que si c'est pas Boateng, c'est Da Silva ou Mendes. Mais c'est pas l'avenir. Hein. Donc ce système à 3, pourquoi pas, mais malheureusement, si c'est pour mettre Boateng ou Da Silva, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Diomandé, je pense qu'il a été un peu meilleur que les deux autres, mais il n'a pas été bon non plus. Il a été laborieux au marquage, mais c'est le moins mauvais des 3. Il va falloir qu'il hausse son niveau de jeu. Je continue de penser qu'il fallait quand même avoir sacrément de la merde dans les yeux pour penser que Diomandé était moins bon que Da Silva ou moins bon que Boateng. Merci Linux pour l'abonnement. Diomandé, je vais lui mettre 4, un espèce de 4 d'encouragement, parce qu'il y a 2 choses qu'il ne faut pas oublier avec Sinali Diomandé, hein, c'est important. 2 choses qu'il ne faut pas oublier. 1, il est évidemment en manque de rythme parce qu'il a été placardisé par Peter Bosz, comme Boateng d'ailleurs. Donc il faut lui laisser un peu de temps pour revenir et retrouver son football. Et la deuxième chose que je veux toujours dire quand on parle de Sinali Diomandé, c'est que Sinali Diomandé, il a 21 ou 22 ans, donc c'est plus vraiment un jeune joueur, mais Sinali Diomandé, il a commencé le foot à 17 ans. Donc en fait, il est hyper précoce par rapport à son expérience du foot. Et ce qu'affiche Diomandé pour un mec qui fait du foot depuis 5 ans, croyez en lui, croyez en Diomandé, croyez en sa capacité à progresser, en sa marge de progression, en son intelligence, parce que c'est un garçon qui est intelligent. Et moi, Diomandé, certes, ce sera pas Paolo Maldini, ce sera pas Umtiti, mais je pense que Diomandé a une marge de progression qui peut lui permettre d'être un titulaire crédible dans une équipe de l'OL en reconstruction. Évidemment qu'il ne serait pas titulaire dans l'OL de Juninho, Essien et Diarra, mais je pense que dans cette OL, c'est potentiellement le meilleur défenseur avec Lukeba, voire même d'assez loin. Donc laissez-lui le temps, il n'est pas encore parfait, mais moi je trouve que Boateng, Diomandé, il a les armes. Gusto, c'est la même analyse depuis toutes les défaites, c'est-à-dire que on reconnaît la capacité athlétique de Gusto, capacité physique assez impressionnante, capacité à faire des allers-retours intéressantes, mais défensivement c'est très laborieux, Gusto, c'est très laborieux.
C'est lui qui couvre sur le premier but de Terrier. Donc il y a un QI défense à améliorer. Offensivement, pas forcément précis, mais je trouve quand même qu'il est intéressant dans sa capacité à justement à se placer bien devant. C'est un match insuffisant pour Gusto aujourd'hui. Je pense toujours que Gusto, ça lui ferait pas non plus de mal d'avoir quelqu'un pour le faire souffler, parce que il continue d'enchaîner, la tête dans le guidon, et que le Gusto qu'on voyait qui alternait avec Dubois à notre grand malheur était meilleur que le Gusto actuel, parce que je pense qu'il avait moins de pression, et Gusto il sait qu'il y a personne derrière lui. Il y a Koumbedi, mais Koumbedi il a 17 ans, donc voilà, c'est un peu laborieux et ça me fait chier parce que Gusto, je suis persuadé que Gusto est un très 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 gros joueur en puissance. Je suis persuadé qu'il finira en première ligue avec sa capacité, sa caisse, mais il faut qu'il progresse et c'est le problème de fond dans cet effectif, c'est que personne progresse. Lukeba ne progresse plus depuis le début de la saison, Cacré régresse, Gusto ne progresse plus. Et c'est calamiteux quand même, c'est problématique d'avoir des joueurs qui ne progressent pas. Alors peut-être que Laurent Blanc va les faire progresser, peut-être que Laurent Blanc et son staff va permettre à ces jeunes joueurs-là de prendre un peu du galon. On ne va pas juger l'impact de Laurent Blanc au bout de 5 jours. Mais l'enjeu principal de cette OL, c'est de réussir à prendre ces jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel et qui l'ont déjà exprimé, notamment pendant la Ligue des Champions pour ce qui est de Cacré à War, ou Gusto la saison dernière, ou Lukeba la saison dernière, et de réussir à leur faire monter un palier pour que ça devienne des gros joueurs. Que ce soit pour le terrain ou même pour les finances de l'OL. Parce que le business model de l'OL repose quand même sur la capacité de l'OL à exposer des jeunes joueurs et qu'ils explosent. Or, ça fait quelques temps qu'on n'a pas réussi à faire en sorte d'avoir du Tolisso ou du Lacazette, c'est-à-dire des jeunes joueurs qui passent un palier à l'OL et qui deviennent tellement forts à Lyon qu'ils doivent aller plus haut. Aujourd'hui, Gusto, Lukeba, Aouar, ils n'arrivent pas à passer ce palier qui fait d'eux des joueurs trop gros pour l'OL et donc des joueurs à forte valeur marchande. Donc je pense que pour l'OL, on a un enjeu primordial de réussir à refaire passer ce palier-là à ces joueurs. Ça a été possible avec Tolisso, ça a été possible avec Umtiti, ça a été possible avec Lacazette, et je suis pas sûr qu'intrinsèquement les Lukeba, les Gusto, les Aouar aient moins de potentiel que ces joueurs-là. C'est pas une question de génération. Mais aujourd'hui, il y a un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils passent ce palier-là, qu'ils portent l'équipe pendant 1 ou 2 ans avant de s'en aller, parce qu'on sait qu'on va pas pouvoir les garder, et donc faire rentrer l'argent dans les caisses. C'est un problème. C'est un problème. Donc il est très imprécis devant en ce moment Gusto. Ouais, Gusto, il faut qu'il bosse. Bref, on va voir. Hein. Moi, je suis persuadé que Gusto va revenir sur le devant de la scène et je pense même que Laurent Blanc va faire de Gusto un gros joueur. J'aimerais avoir raison là-dessus. Tagliafico, pour moi, c'est le meilleur joueur. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur. Il a été brillant offensivement, brillant défensivement. Il a une grinta. Vous savez, sur FIFA, vous avez le tacle lourd. Vous prenez la gâchette de derrière, là, vous appuyez sur rond et ça fait un bon gros tacle bien sale, bien costaud. J'ai l'impression que Tagliafico, c'est la personnification de ce gros tacle lourd bien dégueulasse, vous voyez. Mais j'adore Tagliafico. Je trouve que c'est joueur frisson. Je vais peut-être dire une énormité pour vous, mais pour moi, dans Tagliafico, il y a du Lisandro Lopez. Dans l'esprit, dans la grinta, dans la niaque, je trouve qu'il dégage la même puissance et le même charisme et la même force mentale qu'un Lisandro Lopez. Alors pas dans le jeu évidemment, on est à des années-lumière de ça, mais je trouve que voilà, il y a ce côté, c'est un mec où tu te dis que quand ça coule, lui il va être là. Et on a besoin de mecs comme ça, et franchement c'est un style. 4 millions pour Tagliafico, c'est un gros style. On a chié sur la direction sportive de l'OL, mais pour aller chercher Tagliafico, il fallait avoir du pif, et il faut quand même leur reconnaître ça. 7 pour Tagliafico, et on va le souligner, parce que pour moi c'est l'homme du match. Cacré Tolisso, il est argentin quoi, oui c'est exactement ça, il est argentin, et voilà. Mais après c'est le stéréotype, mais malheureusement ou heureusement, le stéréotype est vrai. Il y a cette grinta à l'Argentine, à la Sud-Américain, là. On avait la même avec Lisandro, on avait la même avec Delgado. Voilà, Cacré, c'est dur, hein. C'est dur, Cacré. C'est dur parce que tous les matchs passent, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Sans ballon, ça va toujours. J'ai vu Sofiane sur Twitter qui disait que c'était un milieu de chasse, mais pas un milieu pour organiser. Et je suis à la fois d'accord sur ce qu'on voit et pas d'accord parce que le Cacré du Final 8 était parfaitement capable de se retourner et d'organiser. Je pense qu'il y a un déficit de confiance du côté de Maxence Cacré. J'ai l'impression qu'il a la tête dans le guidon et que ça l'empêche de prendre les risques qu'il prenait avant et de réussir les trucs qu'il tentait avant. Donc voilà, meilleur en deuxième, ouais, meilleur en deuxième. Première mi-temps terrible, première mi-temps catastrophique, deuxième mi-temps un peu meilleure, mais en fait elle est meilleure en comparaison avec la première. Ouais, c'est un 3, hein. C'est un 3 Cacré.
Ça peut pas valoir plus, je pense, sur ce qu'il a montré. Effectivement, je pense que ce que tu dis, Noxty, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a aspiré l'âme de Maxence Cacré et Malo Gusto quand on a fait cette émission Adidas. On leur a serré la main et on leur a transmis tous nos mauvais chakras. Et que depuis, ils sont à la rue. Je pense qu'on a aspiré leur énergie vitale avec Zach et Arcunir et Willou. C'est terrible. Donc je pense que pareil, Cacré, je pense que ça lui ferait vraiment pas de mal de faire un petit tour sur le banc pour se reposer psychologiquement, pour progresser. J'espère que la trêve de la Coupe du Monde va lui permettre de remettre la tête sur les épaules. Et voilà, si on est honnête, ça date pas de l'émission. Ça date depuis le début de la saison. Hein. Les bons matchs de Maxence Cacré cette saison, je cherche, mais je les trouve pas vraiment. Même sur les victoires de début de saison, de toute façon, personne n'était vraiment bon. Cacré, je pense vraiment qu'il y a un problème de préparation et que la préparation de Peter Bosz était calamiteuse. Tolisso, c'était pas mal, globalement. C'est pas mal dans l'impact physique et c'est quand même un bon joueur de football, hein, Corentin Tolisso. Malheureusement, Corentin Tolisso, je pense que... Oui, c'est vrai qu'il n'a pas fait la prépa, j'ai oublié ça. J'ai pas fait, oui. Tolisso, malheureusement, on va pas le revoir. Hein. Je pense que l'ischio, c'est la catastrophada et qu'on le reverra pas avant la reprise le 28 décembre. Donc c'est une grosse perte, je pense, Tolisso. Parce qu'il a, lui, contrairement à Cacré depuis le début de la saison, Tolisso, il a quand même cette capacité à lever la tête et à donner la bonne balle au bon moment. Et ça fait beaucoup de bien. On l'a vu sur le gelon, il est précieux. Et quand on a perdu Tolisso, il n'y avait plus de gelon. Et quand il n'y avait plus de gelon, il n'y avait plus grand-chose. Donc ouais, Tolisso, on va pas mettre 6 parce que c'est pas non plus un grand match. On va mettre 5,5. 5,5 d'encouragement et en espérant bien évidemment le revoir le plus vite. C'était le risque avec Tolisso. Hein. C'était le risque. Quand il a signé, personne n'avait de doute sur le niveau intrinsèque du joueur de football, mais on a tous émis des doutes sur sa capacité à faire la saison en entier. Moi, je vous en avais parlé notamment sur les débriefs après l'Inter, où je vous ai dit, Corentin Tolisso, pour moi, il ne doit pas compter dans les titulaires, ou en tout cas dans la profondeur d'effectif. Tolisso, c'est un bonus pour moi. C'est-à-dire, s'il est dispo, c'est cool, il peut jouer, mais il ne faut pas compter dessus, parce que voilà ce qui peut se passer, malheureusement. C'est cette fragilité physique qui fait que c'est on and off, et que s'il joue déjà 15 ou 20 matchs dans la saison, ce sera très bien, mais il ne faut pas le compter dans l'effectif. Et malheureusement, dans la construction de l'effectif, on a compté Tolisso comme étant titulaire, ou à minima dans la rotation, et on se retrouve à poil. Donc voilà. Ça me fait chier parce que j'adore Corentin Tolisso et j'espère qu'il reviendra en forme et un peu requinqué après la Coupe du Monde. Mais son pari de vouloir revenir à l'OL pour essayer d'aller disputer la Coupe du Monde, il y avait un spot, hein, il n'y aura pas Pogba, il n'y aura pas Kanté. Il y avait un spot pour lui et malheureusement, le corps n'a pas suivi. Et c'est terrible parce que Dieu sait qu'il a fait tous les efforts nécessaires, il a fait tous les sacrifices nécessaires, Tolisso, pour que son corps tienne la route. Mais le corps veut pas. Voilà, terrible. Remplacé par Jeffrey Nedalid juste avant la mi-temps. Et l'entrée de Jeffrey Nedalid, elle est calamiteuse, quoi. C'est calamiteux, Jeffrey Nedalid. Wow. Ah, mais on a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais faire, quoi. C'est calamiteux. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. C'est l'entrée de Jeffrey Nedalid. Allez, on va mettre, je sais pas quoi mettre, 2. Allez, 2 pour Jeffrey Nedalid. Je comprends pas le projet avec Jeffrey Nedalid. On a fait toute une prépa avec Mohamed El Arouche. Alors je sais, vous allez dire, ouais, il y en a marre des bandeurs de jeunes et compagnie, mais quand vous regardez la prépa de Mohamed El Arouche, il y a quand même quelque chose à en tirer, vous voyez ? Je pense que Mohamed El Arouche, il n'est pas encore prêt pour le très haut niveau, mais il apportera davantage qu'un Jeffrey Nedalid sur une jambe. Donc, je sais pas. Je comprends pas la logique, et autant sous Peter Bosz, sous pression, qu'il le fait jouer pour que les dirigeants puissent le valoriser et compagnie, je comprends. J'ai du mal à comprendre la logique de Laurent Blanc quand il fait rentrer Jeffrey Nedalid. Je comprends pas, le staff peut lui dire, il peut regarder les matchs. Donc voilà. Déjà le penant, mais en fait le choix de Jeffrey Nedalid pour faire le pompier m'échappe complet. Tu peux faire descendre Aouar en 8 et mettre Cherki ou Fèvre en 10, et tu choisis de faire rentrer Jeffrey Nedalid qui, footballistiquement, c'est un désastre, quoi. C'est un désastre absolu. Donc voilà, je sais pas ce qu'on va en faire. Ça fait beaucoup de chance pour lui de se mettre en avant. Combien de temps encore on va avoir Jeffrey Nedalid qui vient essayer de gratter des minutes pour espérer un miracle, je ne sais pas, mais j'y crois plus du tout. Et je pense qu'il va falloir trouver une autre solution, probablement Mendes, ça me paraît logique. On verra ce qu'est capable de faire Laurent Blanc sur les prochains matchs. Aouar, on l'a dit, match pas dégueulasse, relativement neutre, mais neutre plus plutôt que neutre moins. Donc ça va, c'était pas catastrophique. Je suis content de revoir Aouar. Je suis content qu'il ait une chance, en tout cas, de se remettre vers l'avant. On va voir Aouar. On va voir. Pour moi, c'est un 5,5 Aouar ce soir. C'est un 5 même. Un 5. Relativement neutre, mais plutôt encourageant.
On verra. Après, il s'est éteint physiquement, mais normal, il est à court de forme. On verra. Aouar, il a les cartes en main. Il a les cartes en main pour devenir l'homme à tout faire de cette équipe. Bien évidemment que c'est là qu'on voit le poids terrible de l'absence de Lucas Paqueta. Mais Aouar, il a les cartes en main. C'est sur lui que ça va reposer. Et s'il réussit pas à retrouver un niveau correct, ce sera dommageable pour l'équipe, mais ce sera dommageable pour sa suite de carrière aussi. Voilà, Lolo White, niveau de lancement de jeunes, à part les débuts de Kimpembe et Rabiot, c'est quoi son CV? Il n'y a pas beaucoup. Si, il y a Nkunku quand même. Je crois qu'il y a Nkunku qui l'avait lancé, mais je ne veux pas dire de bêtises. Dembélé et Lacazette, on va les noter ensemble, même si évidemment Lacazette a marqué 2 buts, donc c'est lui qu'on va mieux noter. Je trouve que ça fonctionne pas si mal. Et je pense que la présence de Dembélé devant permet à Lacazette d'aller chercher ces zones-là, là, et que dans ce système-là, c'est intéressant pour Lacazette en espèce de faux neuf, une espèce de pivot intéressant. Donc je trouve ça bien, Lacazette, Dembélé. Lacazette, on va lui mettre 7, parce que pour le coup, là, il y a les 2 buts, puis il y a un apport quand même collectif qui est assez fou. Et Dembélé, je le trouve en confiance, et je le trouve intéressant dans le jeu. Je vais pas lui mettre 6,5. Et je pense effectivement qu'il se fait voler quand même un petit but par notre ami Frappard. Mais on va mettre 7,5 même, Lacazette. Je pense qu'il mérite 7,5. Voilà. Et Dembélé, on va lui mettre 6, parce que je trouve que c'est un bon match. Le travail de Dembélé sur le premier match, bravo. Non, je pense que au global, si on doit faire l'analyse globale de ce truc-là, il y a des choses intéressantes, on va les mettre en violet. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, notamment l'occupation de cette zone-là. On va mettre en bleu les trucs qui ont un potentiel. Pour moi, ça, c'est un potentiel. Ça, c'est un potentiel. Et les problèmes, ils sont là. Ils sont là, et ils sont là, et là. Donc en fait, il y a des choses intéressantes sur lesquelles on peut bâtir, des choses où il y a un potentiel, et il y a des mecs problématiques. Pour moi, Gusto, on peut pas le bouger, puisque de toute façon, il n'y a personne derrière, mais il va falloir qu'il monte son niveau de jeu très très vite. Boateng, 1 point d'interrogation, 2 points d'interrogation, 3 points d'interrogation, et Cacré, il va falloir aller faire un tour sur le banc à un moment donné, parce que pour l'instant, c'est laborieux. Voilà les questionnements pour la suite des événements. C'est est-ce que Laurent Blanc sera capable de faire un peu ressusciter Cacré de sa période très compliquée depuis quelques mois? Est-ce qu'il sera capable de faire ressusciter Aouar pour que ça devienne le maître à jouer qu'il était il y a 2-3 ans? Et est-ce qu'il va être capable de faire fonctionner une défense à 3 avec un effectif qui ne lui permet pas de faire fonctionner une défense à 3? Et il va falloir savoir ce qu'on fait de Malo Gusto dans cette animation-là. Est-ce qu'il va être capable de retrouver son niveau? Est-ce que c'est pas le moment de faire tourner un petit peu pour le faire souffler, Gusto? Parce que je pense, moi, ma théorie, c'est que Cacré et Gusto, le problème, il est physique. Et que physiquement, ils sont pas bien. Et que du coup, mentalement, ils sont pas bien non plus. Voilà. Voilà les questionnements de ce côté-là. On a déjà fait 1h06 de débrief. On va enchaîner assez rapidement avec le Jurigno. Et derrière, on fait le petit quiz. Donc, je vous envoie le Jurigno maintenant. Hop, Chrome, il est où le Jurigno? Il est là. Hop, voilà, je vous mets le lien, comme d'hab. Hop, on note Laurent Blanc. Bah, Laurent Blanc, sur le projet de base, on va dire que ça vaut 6. Et dans le choix des hommes, c'est 4, quoi. C'est 3 même. C'était vraiment nul. Donc, voilà, le Jurigno. Lacazette et Tagliafico me semblent les plus logiques dans le positif. On va être plus 4 à l'un, plus 4 à l'un, plus 5 à l'autre. Ça me semble logique. Et dans les mauvais, bah, Damien Da Silva, on n'en a pas parlé, mais l'entrée, c'est catastrophique, frérot. Ça va pas, quoi. Jeffrey Adelaide, calamité aussi, donc on va mettre moins 4. Et Cacré. Et Cacré me semble aussi mériter un moins 4 pour sa prestation ce soir. Le changement touche défensive. Ah non, mais là, ça va pas. Hein. Mais ça va pas. Voilà, pour le Jurigno. On va enchaîner avec le quiz. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez pas participer au quiz directement parce que c'est cliquable sur l'écran. Mais il va s'afficher, hein, il va s'afficher le quiz. Donc vous pouvez participer sur votre écran. Il faut juste que j'aille le configurer incessamment sous peu. Il y aura, je crois que c'est 13 questions. Pour le quiz, 13 questions qui sont sur la thématique OM-PSG. Le gagnant, comme d'hab, repartira avec un maillot offert par Parion Sport, parce que je vous rappelle que Parion Sport est le sponsor de ce quiz. Et le dernier du quiz prendra un free bet de 10 balles. Voilà, un petit quiz sympa, un petit quiz gentil. On va faire ça juste pour conclure ensemble, parce que je dois faire des quiz pour Parion Sport, je ne les ai pas tous faits. Pas de débrief sur la victoire de Koun contre la femme Foss. Bah, c'est dommage que ce soit maintenant et pas il y a quelques semaines. Alors, le quiz. Vous savez tous vous servir du quiz? On fait un quiz test quand même pour savoir si ça marche. On va faire un quiz test. Donc, je vous rappelle vite les règles un petit peu. Vous avez 10 secondes pour répondre à chaque question. Si vous répondez
bien, vous marquez des points. Si vous répondez vite et bien, vous marquez beaucoup de points. Si vous répondez mal, vous perdez des points. Vous avez 4 possibilités de réponse. Elles sont données dans le désordre. C'est-à-dire chacun a les siennes. C'est-à-dire si je vous dis la première réponse, c'est pas celle qui va s'afficher en haut à gauche. Soyez attentifs à ça. Si vous voulez afficher votre pseudo, vous cliquez sur la petite icône QuizKit qui est à droite de l'écran ou en bas dans le chat si vous êtes sur mobile et vous autorisez l'application à afficher votre pseudo, sinon je ne peux pas savoir qui c'est. Et si ça ne marche pas, vous faites F5. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. On va faire le quiz test pour voir si ça fonctionne déjà. Normalement, ça va s'afficher ici sur votre écran et sur le mien également. Voilà, donc ce quiz test ne compte pas. Vous allez avoir 10 secondes pour répondre. Si vous ne savez pas, vaut mieux pas répondre que perdre des puntos. Voilà, vous avez compris. Attendez, je vais faire ça, histoire que je ne sois pas en plein milieu de la route. Voilà, sur téléphone, c'est possible. Sur téléphone, normalement, tu cliques sur la petite icône QuizKit. Donc tu vois normalement ici sur l'écran, il y a une petite icône qui doit traîner quelque part sur mobile. Moi, je me suis jamais servi du mobile sur ça, donc je peux pas te dire. Voilà, donc première question. Ah merde, il m'a remis le quiz test de la dernière fois. Bon, bah, où est située l'Alpe d'Huez? Voilà, vous cliquez. Vous avez 10 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous marquez de points. Plus vous répondez vite et mal, plus vous perdez de points. Je vois rien, c'est trop petit. Comment ça, c'est trop petit? Bah, c'est bien normalement. Ça fonctionne là? Non, c'est bon là. Ok. Voilà, vous répondez. Moi, derrière, je peux cliquer, voir qui a bien répondu ou pas. Et ensuite, on enchaîne. Vous avez compris comment ça fonctionne. Hop, voilà, bien joué, c'est dans les Alpes. Vous êtes 75 à avoir bien répondu, etc., etc. Vous avez compris comment ça marche. Moi, ensuite, une fois que vous avez tous répondu, je peux montrer les scores, histoire de voir si vous avez bien affiché votre pseudo. Oui, Christophe Riblon, Pierre Roland, Thibaut Pinot, on les a tous. Voilà, là on voit, vous voyez, il y a marqué contestant numéro 18. Si ça ne s'affiche pas, c'est que votre pseudo n'est pas enregistré dans l'application. Donc il faut cliquer sur l'icône QuizKit pour que ça s'affiche. Vous cliquez sur la petite icône à droite ou dans le chat en dessous sur le mobile et vous autorisez l'application à afficher votre pseudo et ensuite vous faites F5. Très important. Voilà, deuxième question. Je crois qu'en plus la réponse est fausse. Donc oui, bon, voilà, vous répondez, vous cliquez dessus, vous voyez comment ça fonctionne. Allez Alain Philippe, exactement. Si vous ne savez pas d'ailleurs, la FFLoose présente dans le chat a fait une petite vidéo pour vous expliquer d'où vient le Alain Philippe. Puisque ça vient de nous ensemble dans le col de la Croix en Suisse. Il y aura, je vous ai déjà dit, hein, mais sur Paris-Roubaix l'an prochain, on aura une fan zone avec la FFLoose où il y aura un atelier pancarte. Vous êtes tous les bienvenus, ce sera sur le secteur pavé de Sars-et-Rosières, au bord de l'autoroute. On a le temps, hein, c'est pas encore goupillé, c'est validé totalement, mais on n'est pas encore au stade de l'organisation de ce truc-là. Mais cochez la case, cochez la date de Paris-Roubaix pour savoir si vous voulez venir boire des bières avec nous, vous serez les bienvenus. Tu as qui floqué derrière ton maillot? Je crois que j'ai Carrière, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Eric Carrière. Carrière numéro 10. Voilà, donc si vous aimez les vélos, rendez-vous en avril prochain pour venir boire des bières et manger des frites avec la FFLoose et moi. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon, les scores sont affichés, c'est nickel. Voilà, bravo Bredous qui remporte le quiz test. Et maintenant, on va passer au vrai quiz. Vrai quiz, donc on a 12 questions. 12 questions sur la thématique du Classico. Soyez prêts, le gagnant repart avec un maillot, le maillot de son choix, pas forcément obligé que ce soit un maillot de l'OM ou du PSG. Et le perdant, le dernier du quiz, prendra 10 € de free bet chez Parion Sport. 13 questions, pardon. Je ne sais pas compter. 13 questions pour ce quiz PSG-OM. Et c'est parti dans 15 secondes. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On attend 2 minutes? On attend 2 minutes. Je vais mettre sur Twitter que c'est l'heure du quiz. Non, je vais pas le mettre parce qu'après tous les gens ils vont me dire ah j'ai pas compris. Donc c'est bon, c'est pas grave, on enchaîne. Allez, première question. Qui domine l'historique de rencontre entre l'OM et le PSG avec 47 victoires? Est-ce que c'est l'égalité parfaite? Est-ce que c'est l'OM, le PSG? Ou est-ce que vous voulez cliquer ici pour perdre des points? Berbatov est pas là. 13 comme le Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est le PSG qui domine l'historique de rencontre entre les deux clubs? L'OM? Est-ce qu'il y a égalité parfaite en nombre de victoires? Ou est-ce que vous voulez simplement viser la dernière place dès la première question? Suspense, suspense. Attendez, je vais me redresser un peu histoire que je ne sois pas mangé par l'interface. C'est bien évidemment le PSG, 47 victoires, notamment grâce aux 10 dernières années où ils ont mangé l'OM comme pas possible. On voit qu'il y a déjà 3 personnes qui visent la dernière place. On sent l'ambition, bravo à vous, je suis très fier de vous. Petit point score, on fera ça après sur la deuxième question. Deuxième question en lien avec l'Olympique Lyonnais, je vais vous demander combien de classiques, combien de OM, PSG, PSG-OM a remporté Rudy Garcia durant son passage à l'OM. Est-ce que c'est 0, 1, 2 ou 3? Combien de classiques remportés par Rudy Garcia durant son passage à l'Olympique de Marseille? Je vous rappelle qu'il n'a pas non plus gagné d'OMOL, si un seul je crois. Un seul entre les deux clubs.
Est-ce que vous avez une bonne mémoire? C'est pas hyper dur dans l'absolu d'avoir la réponse à cette question, puisque je vous rappelle que Rudy Garcia est nul, et que donc, en toute logique, il n'a jamais gagné de classique. Voilà, bravo, 112 bonnes réponses, on enchaîne, on va faire un petit point sur les scores quand ce sera possible. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, et si vous êtes sur YouTube, merci de lâcher un petit pouce bleu, et si vous êtes sur Switch, je vous invite à aller sur YouTube, vous avez le lien dans le chat Twitch, pour aller lâcher un petit abo, des pouces bleus et des commentaires. Le replay sera disponible, je pense, dans 2 heures, le temps que YouTube le mette en place. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui donnent un peu de force sur YouTube. On a fait 4005 sur Lorient, 3006 sur Toulouse. C'est beaucoup, vraiment beaucoup, partant de là où on part. Donc merci à vous. Petit point score pour voir que c'est Pompavelao qui est en tête, devant Morache et devant Contestant41 dont on n'a pas le nom. Merci Yakem pour l'abonnement, merci à ceux qui s'abonnent, c'est grave cool aussi, on est à 140, c'est bien, c'est stable, ça fait un petit revenu, on apprécie. Voilà, Pompavelao qui est en tête, habitué du chat, on le voit souvent. Elias aussi 6e, Volkeist 5e, Vincent 4e. La 50e place se joue à 12 000 points, il y a encore un beau peloton pour l'instant. Je vais vous demander le résultat du tout premier classique en 1971. Est-ce que c'est l'OM qui a gagné? Est-ce que c'est le PSG? Est-ce qu'il y a eu match nul? Ou est-ce que le premier classique n'était pas du tout en 1971? Et c'est une question piège et je suis un gros connard pour avoir posé cette question. OM, PSG, match nul ou pas en 1971? Le premier match entre le PSG et l'OM. Un indice, c'était à Marseille. Et c'était une victoire 4-2 de l'OM. En 1971, le premier classique de l'histoire. Ça a été une grande période de tartage en règle de l'OM avant que le PSG se venge dans les années Qatari. Voilà, vous êtes 59 à avoir cliqué, c'était pas en 1971, bah vous vous êtes trompé, c'était en 1971. Vous me pensez plus vicieux que je ne le suis. Question relativement simple derrière, je vais vous demander le meilleur buteur de l'historique des confrontations entre le PSG et l'OM. Est-ce que c'est Zlatan Ibrahimovic? Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Est-ce que c'est Pedro Miguel Paoletta? Ou est-ce que c'est Clinton N'Jie? Tu y étais pour vérifier? Oui, j'y étais, oui. J'y étais, j'ai 57 ans, ça se voit, j'étais d'ailleurs au Vélodrome ce jour-là. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des confrontations entre l'OM et le PSG? C'est assez large, il a 11 buts, le deuxième est à 7, le deuxième c'est Kylian Mbappé, c'était évidemment Clinton N'Jie, non pardon, c'était Zlatan Ibrahimovic, assez logique. Vous êtes 49 à vous être planté en ayant cliqué Paoletta. Mais non, Paoletta a marqué des sacrés beaux buts, notamment ce lob extraordinaire sur Fabien Barthez, dont vous devez vous souvenir si vous n'êtes pas trop jeune. Si vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas ce but, je vous invite sincèrement à aller le regarder sur YouTube. C'est un des buts les plus incroyables qui m'était donné de voir. Un lob le proche de la ligne de but, exceptionnel. Et après, il y a cette célébration où il fait l'aigle devant le virage du Parc des Princes. Pour ceux qui sont vraiment pas très jeunes, c'était dans FIFA 06. Il y avait un top 10 des buts et il était dedans et c'était assez extraordinaire. Avec les cris de Denis Balbir, bien sûr, bien sûr. Oh, le but exceptionnel! Ça fait partie. Un jour, je vous ferai un quiz commentaire de but. On fera un quiz parce que je peux vous mettre des sons derrière et je vous ferai un quiz commentaire de but. Je pense que la thématique est pas mal. L'avion, l'aigle des Açores, excuse-moi, pas l'avion, l'aigle, excuse-moi. L'avion de Paoletta, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça demande beaucoup de taf, mais je vous ferai un quiz commentaire de but, je pense. Allez, point score, c'est Morache qui est en tête devant Galiwat et Skyscops. Toujours Contestant41, dont on n'a pas le pseudo. Mais c'est toujours bien tassé, bien tassé. Kaketa95 qui a répondu deuxième, derrière Sylvain. Main opposée, Richard, effectivement. On enchaîne. Nous sommes en 2006. L'OM boycotte le match et envoie son équipe réserve au Parc des Princes en guise de boycott. Quel est le score de la rencontre? C'était le match des minots, vous vous souvenez peut-être de ça? Est-ce que c'est 0-0, 1 partout, 4-0 pour le PSG ou 2-0 pour le PSG? Vous vous rappelez des minots? Pour ceux qui sont encore un peu jeunes, ils avaient envoyé les minots, la CFA. La CFA plus quelques titulaires. Et ça avait donné un match assez rigolo. Assez rigolo avec l'équipe de l'OM à 11 derrière. C'était assez marrant. Il y a des minots qui ont percé. Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. C'était 0-0, effectivement. C'était 0-0. Alors attendez, je vais juste vérifier que j'ai pas dit une connerie. Ouais, c'est bien. Attendez. Non, c'est bien ce que je pensais. Ok, je vérifie que j'ai pas mis une saucisse sur la prochaine question, parce que ça m'arrive souvent. On enchaîne. Justement, je vais vous demander lequel de ces joueurs n'était pas titulaire, n'a pas participé au match, tout du moins,
lors du match des Minots en 2006. Je vais vous donner 4 noms, il y en a un qui n'était pas sur la feuille. Lequel? Est-ce que c'est Gary Boccali? Est-ce que c'est Renato Sivelli? Est-ce que c'est Alain Cantareille? Ou est-ce que c'est Fabrice Apruzès? Lequel de ces joueurs ne faisait pas partie de l'épopée des Minots au Parc des Princes? Apruzès, Boccali, Sivelli ou Cantareille? Est-ce que vous vous souvenez? J'ai pas mis la compo en entier. Ah, t'as pas spoil, non? T'as pas spoil. Fabrice, il avait déjà 43 ans, un gosse. C'était pas Apruzès, c'était Apruzès, pardon. C'était Apruzès qui était pas titulaire. Apruzès, ça fait ses débuts en Ligue 1 en 2012, plus tard. Et il est resté dans les mémoires parce que justement, il y avait une équipe complètement décimée de l'OM qui a fait qu'on allait chercher l'attaquant en réserve Apruzès. Mais Sivelli et Cantareille étaient titulaires et Boccali aussi. Hop, on enchaîne. Je vais vous demander qui est le joueur avec le plus d'apparitions dans le classique, derrière Mandanda, qui évidemment est largement en tête. Est-ce que c'est Payet, Armand, Verratti ou Cissé? Quel de ces joueurs est le deuxième joueur avec le plus d'apparitions lors des classiques, sachant que Steve Mandanda est en tête, avec 27 classiques disputés. Qui est juste derrière? Sachant qu'il y a un petit piège, parce que je vous ai mis un joueur qui est passé par les deux clubs, mais c'est pas lui. Voilà, donc si vous avez cliqué Edouard Cissé, ce n'est pas lui. Armand, l'attentat sur Fiorez. Ah bah Armand, on était sur un artiste. Mais ce qui est marrant avec Armand, c'est qu'on était sur un artiste quand il était sur le terrain, et quand il a été à Rennes ensuite. Ou à Lille, je sais plus. Bah, c'est bien Marco Verratti, ouais. C'est bien Marco Verratti qui a 19 apparitions. Sylvain Armand est à 18 et derrière Payet et Cissé sont un peu derrière. Oh Marco, le carton, il faut lui donner le carton. C'est la meilleure imitation du monde, ça. Hop, attendez, je regarde vite fait. C'est bientôt votre anniversaire, m'a dit. Attends, qu'est-ce que m'écrit Hop. Armand à Lille, c'est spectacle, exactement. Ouais. Un petit point score pour voir que c'est toujours Morache en tête devant Galiwan. Et on a Kamaving Crack qui vient pointer le bout de son nez. Et tiens mon Zeb qui est 4ème. Tiens mon Zeb habitué des quiz aussi. Toujours gênant quand on doit citer son pseudo, mais ça fait plaisir de voir que les habitués sont là. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. On est à la moitié du quiz. Donc il y a encore moyen de se refaire, il y a encore moyen de gagner pour ceux qui sont à la traîne. Je vais vous demander à quand remonte la dernière victoire marseillaise au Parc des Princes. Est-ce que c'est 1961, 2006, 2011 ou 2020, la dernière victoire marseillaise au Parc des Princes? Et je vais aller vérifier ma réponse, parce que je ne suis pas sûr de moi, alors que normalement je l'ai vérifié 15 fois. La dernière victoire marseillaise au Parc des Princes, de quand ça date? Est-ce que c'était il y a très 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 longtemps ou pas? Non, je ne me suis pas planté. Non, ça va, c'est bon. Normalement, vous devez vous en souvenir. Moi, je ne m'en souvenais pas. C'est pour ceux qui jouent la dernière, il y a 2 réponses cadeaux, clairement. Bah, c'était 2020, les gars. C'était 2020. 13 septembre 2020, 1-0 pour l'OM au Parc des Princes. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. Un carton rouge pour Neymar, un carton rouge pour Amavi, un carton rouge pour Kurzawa, un carton rouge pour Paredes. On avait bien rigolé, visiblement. Le but de Thauvin, c'était la fête à l'aéroport. Ouais, j'avais zappé ça de ma mémoire. Petit point score, vite fait. Morache toujours en tête, Galiwad, Tiamonzeb, un beau podium, mais je vous rappelle qu'il n'y a que le premier qui gagne un maillot cette fois. Que le premier, c'est un petit quiz, donc petite dotation. Que des intellectuels dans le rouge, ouais, que des artistes, que des grands jugadors, ouais. On est en 2017, les Marseillais pensent tenir enfin leur victoire qui leur échappe depuis 2011 justement. Ils y croient, ils sont au Vélodrome, ils mènent, et là il y a une climatisation. Qui inflige cette climatisation? Est-ce que c'est Zlatan Ibrahimovic? Est-ce que c'est Javier Pastore? Est-ce que c'est Edinson Cavani? Ou est-ce que c'est Amara Diané? Qui climatise le Vélodrome en 2017 alors que les Marseillais pensaient enfin avoir leur victoire? Enfin. But sur coup franc, effectivement. Attention, on ne spoil pas. Spoilez pas dans le chat, s'il vous plaît. Souvenir très très douloureux. Un silence de cathédrale dans le Vélodrome en cette belle journée de 2017. J'ai pas donné la réponse. Non, t'as pas donné la réponse, mais après, c'est vrai que en vrai, ça indique pas grand-chose parce que les 3 auraient pu tirer le coup franc. Évidemment, c'est pas Amara Diané, c'était pour la déconne. C'était bien évidemment Edinson Cavani. Vous êtes une centaine à avoir eu la bonne réponse. C'était pas la question la plus dure. Ça tombe bien parce que justement, la question suivante est bien plus dure. T'as pas dit dans l'ordre. Je vous ai déjà dit avant le début du quiz que je ne donne pas les réponses dans l'ordre parce que l'ordre est aléatoire. C'est-à-dire moi, je n'ai pas de contrôle sur l'ordre des réponses. Parce que mon ordre de réponse à moi, c'est la première réponse qui est correcte, donc je les donne dans le désordre, sinon vous auriez toujours la bonne réponse en premier. On pense à ceux qui sont partis plus tôt pour éviter les bouchons. Ouais, ils ont dû célébrer dans la bagnole. Allez, il nous reste 4 questions. On est toujours en 2017, et Marseille se fait tarter la gueule 5-1 à domicile. Il y a un buteur, côté marseillais, c'est qui? Est-ce que c'est Hiroki Sakai? Est-ce que c'est Antoine Rabillard? Est-ce que c'est Rod Fanny ou Clinton Ng? Quel est le buteur lors de ce 5-1
à domicile infligé par le Paris Saint-Germain, qui est le buteur côté phocéen. Que des artistes, que des grandes jugadors qui marquent ce but de l'honneur, pour éviter de prendre un 5-0 comme Saint-Etienne contre l'OL, qui est le buteur lors de ce match-là. C'est dur, donc si vous ne savez pas, je vous aurais recommandé de ne pas répondre. Et la bonne réponse, après en vrai, on peut réfléchir et se dire qu'il y en a une qui est plutôt logique dans un match où ils sont surdominés. C'est une belle tête de Rod Fanny. C'était Rod Fanny, vous êtes nombreux à vous être plantés, malheureusement pour vous. On va faire un point score pour les 2 dernières questions, il en reste encore 3. Donc on va enchaîner sur la prochaine. Nous sommes en 2016. 2016, l'OM et le PSG se retrouvent au Stade de France en finale de Coupe de France. Je vais vous demander lequel de ces joueurs n'a pas marqué. 4 noms, 3 buteurs, il faut me trouver l'intrus. Est-ce que c'est Angel Di Maria, est-ce que c'est Florian Thauvin, Michy Batshuayi ou Blaise Matuidi? Lequel de ces joueurs n'a pas marqué lors de la finale de Coupe de France en 2016 entre l'OM et le PSG, finale remportée par le PSG? Est-ce que c'est Thauvin, Michy, Matuidi ou Di Maria qui n'a pas marqué lors de cette rencontre? Le suspense est insoutenable. Qui va remporter le maillot? Pour une fois, Berbatov n'est pas là. NG ne marque pas de but, donc il y a 3 possibilités. Il a marqué dans un classique. Il a marqué NG dans un classique. Et il me semble même que c'était celui-là. Il me semble que c'était en finale de Coupe de France. Mais je ne veux pas dire de bête. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Parce que du coup, dans ce final, but de Thauvin, but de Batshuayi, but de Matuidi, mais pas de but de Di Maria. Dans cette finale de Coupe de France, vous êtes pas mal à vous être planté. Vous avez mis Michy à 39 réponses. Dommage pour vous. Il reste 2 questions pour savoir qui va l'emporter dans ce quiz OM-PSG. On va faire un petit point sur les scores incessamment sous peu pour voir que Thierry Monzub est en tête avec 10 000 points d'avance. Bravo Thierry Monzub, qui t'avait déjà gagné un quiz en plus, je ne sais plus lequel, mais ce serait, tu es en lice pour une 2e couronne, Thierry Monzub. On a quand même Morache et Kamavinga Krak et Volkeist en embuscade, et la FF Louz est 5e. La FF Louz est 5e, la FF Louz est en lice pour gagner un truc. Est-ce que ce serait pas malheureux? Je pense que si la FF Louz remporte le quiz, on arrête les quiz. Il reste 2 questions. Je vais vous demander lequel de ces joueurs n'est pas passé par les 2 clubs. Est-ce que c'est Florian Maurice? Est-ce que c'est Alain Roche? Est-ce que c'est Laurent Bonnard? Ou est-ce que c'est Georges Weah? Merci pour le très beau prout. La FFL qui se trahit, mais effectivement, la FFL qui répond bon aux questions. On aurait pu espérer d'eux qui répondent, qui visent la dernière place. Mais non, ça tient. Bonnard, Weah, Roche ou Maurice? Lequel de ces joueurs n'est pas passé par les 2 clubs? Je vous avoue que j'ai été surpris parce que c'est des époques un peu lointaines. Georges Weah est passé par les 2 clubs. Passage relativement anecdotique à l'OM avec 5 buts en 20 matchs. Florian Maurice aussi. Alain Roche a eu un passage à l'OM. Et c'est Laurent Bonnard qui n'est pas passé par les 2 clubs. Laurent Bonnard qui est passé par l'OM mais qui n'est jamais allé faire ses gammes au Paris Saint-Germain. Voilà, on va voir si ça change grand-chose au niveau des scores. On va voir tout de suite. Thierry Monzub est toujours en tête et c'est quasiment gagné pour Thierry Monzub. Thierry Monzub qui est à 8000 points d'avance. Donc il lui suffit grosso modo d'assurer la prochaine question, mais il est toujours à portée de tir de Kamavinga Krak et Morache. En cas d'erreur, c'est possible. La FF Louz qui est à la 4e place, 68 000, il y a moyen d'aller chercher la 2e place pour la FF Louz, on ne sait jamais. Hop, on termine. Et attention, question sponsor. Ils l'ont pas demandé, mais je le fais parce que je suis un mec sympa. Je vais aller vérifier que ça n'a pas changé depuis. Non, c'est bon, la question est toujours valable. Je vais vous demander, tenez-vous bien, la cote de la victoire de l'OM chez Parions Sport. Quelle est la cote de la victoire de l'OM ce soir sur Parions Sport? Est-ce que c'est 5, 6,5, 8 ou 12? Ah, c'est con que ça se joue là. Quelle est la cote de la victoire de l'OM ce soir chez nos amis de Parions Sport? Et hop, on va faire un petit screenshot. Attendez, je vais faire un screenshot du nombre de viewers et compagnie pour qu'ils soient contents. Est-ce que vous l'aviez? Hop. Magnifique. Je vais enregistrer ça. Parce qu'on est en pleine renégo, donc un peu de lèche, ça fait pas de mal. Voilà. Tac. La cote de la victoire de l'OM, c'était 6,5. Et vous êtes 55 à l'avoir eu. Bravo à vous, vous avez bien eu le feeling. C'est assez bas pour une victoire au Parc des Princes. C'est assez bas. J'ai loupé le débrief. Petite salutation pour rendre hommage à l'entrée des DS. Merci Lyonnais sûr. T'inquiète pas, le replay est dispo déjà quand vous voulez. Et c'est terminé. Et c'est Thierry Monzub qui s'impose devant Kamavinga Krak et la FF Louz qui vient accrocher le podium. Bravo à la FF Louz qui arrivait un peu sur le tard. En plus, je crois pas que vous avez fait les premières questions. 3e place pour la FF Louz. Heureusement qu'on ne fait pas gagner des free bets. Thierry Monzub, tu gagnes un maillot, donc tu viendras. Tu es déjà venu parce que tu as déjà gagné un quiz. Donc j'ai déjà tes coordonnées normalement, mais tu gagnes un maillot offert par Parions Sport.
Merci à vous. Merci, bravo Kamavin Crack, t'es vraiment pas loin. Hein. Il te manquait 1800 points, Kamavin Crack. Il aurait fallu répondre légèrement plus vite. C'est passé tout près, Kamavin Crack. Tout près, tout près. Bravo à la FFU, 67 000 points. On se garde ça de côté. Effectivement, la FFL qui accroche un podium sur la dernière question. La médaille de bronze pour la FFLouz, ils ne sont pas habitués. Hein. J'ai pas les classements des derniers. Sachez que la 100e place est à 220 points. Donc si vous aviez quasiment rien répondu du quiz, vous étiez grosso modo 110e. Oui, c'est la vraie FFLouz. Oui, c'est la vraie FFLouz, c'est les copains. Voilà, ils sont là, ça fait plaisir. Eh ben merci à vous, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve dans la semaine pour du FIFA, pour du live nocturne, blablabla, vous êtes habitués, on va reprendre un rythme à peu près correct. Et sinon, on se retrouvera samedi à 19h pour le débrief de Montpellier OL, où on va quand même espérer un jour gagner au football, ce serait pas mal. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce débrief. Merci, je vous remercie ceux qui sont sur YouTube d'être allés jusqu'au bout. Il y a une durée moyenne de visionnage sur YouTube qui est absolument ahurissante à mes yeux. On est autour des 20 ou des 25 minutes de visionnage, c'est assez fou. Donc merci à vous, ça fait plaisir d'avoir de la force sur ce contenu-là. C'est vraiment très important pour moi que vous donniez de la force et que vous le fassiez savoir. Vous voyez, il y a plein de... Bah non, j'ai fait de la merde là. Il y a, comment dire... C'est très important, tous les petits messages de soutien, parce que ça donne de la force tout simplement. Donc merci à vous. Merci à vous, c'est juste l'émotion exactement. On se retrouve dans la semaine pour ceux qui sont sur Twitch et sur YouTube. Ce sera probablement pour le débrief. Le replay sera en live. Il sera en ligne très rapidement. Je vous invite du coup à suivre la chaîne YouTube que je vous mets sur le chat. Hop, à mettre des petits pouces bleus et compagnie, c'est très important. Et vous voyez que ça paye au final. Voilà, je vous envoie en raid. Je sais pas chez qui, mais je vais vous envoyer en raid. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon classique à vous, une belle fin de week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse, bisous, à bientôt, ciao.